Alors que la France est encore sous le choc des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, Manuel Valls en tire les premières leçons. Les émeutes de 2005, qui aujourd'hui s'en rappellent, et pourtant, stigmates sont toujours présentes. La relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique. Je suis consterné qu'on puisse assimiler la République française qui garantit des soins gratuits, qui garantit l'école gratuite. Nous avons fait un effort considérable d'investissement dans les banlieues pour permettre une vie meilleure aux habitants de ces quartiers. On compare la République à l'apartheid? Consternation. Le constat du comité de suivi de la loi Dallot est alarmant. Les expulsions ne baissent pas et sont même en hausse pour les ménages reconnus prioritaires Dallot. À Bercy, on cherche toujours des économies. Un rapport préconise de réduire drastiquement les aides personnelles au logement. Depuis 2002, cette mère de famille va d'hôtel en hôtel. Elle a déjà connu une dizaine d'établissements. Cela fait 7 ans qu'elle habite ici avec ses 2 filles. Comme elle, ce sont près de 40 000 personnes en France qui sont contraintes de vivre à l'hôtel, selon le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. Une situation qui préoccupe le gouvernement. La ministre du Logement devrait présenter un plan de réduction des nuitées hôtelières. Objectif, rendre l'hébergement à l'hôtel exceptionnel et de courte durée d'ici 2017. 115-93, bonjour. Au niveau du reste de votre situation, est-ce qu'il y a du nouveau? Au bout du téléphone, ils sont 15 à se relayer jour et nuit. Alors oui, madame, nous avons essayé de vous joindre tout à l'heure pour vous donner le nom de votre hôtel. Et invariablement, dès le milieu d'après-midi, la ligne du 115 de Seine-Saint-Denis déborde d'appels. La barre rouge déjà indique qu'on est sur saturation. Jusqu'à 21h, 22h, ça va rester saturé comme ça. Saturé comme ça. Parmi les 33 associations réunies ce soir pour la nuit solidaire, Emmaüs Solidarité, dont le directeur général est avec nous. Bruno Morel, bonsoir. Bonsoir. Nous, notre objectif, c'est de montrer ces visages et que plus personne ne reste indifférent par rapport à des phénomènes qui nous alertent tous. Joachim, qui nous vient de la délégation générale, va nous faire une synthèse du rapport fourni qui vous sera remis tout à l'heure en une vingtaine de minutes. Et suite à sa présentation, nous passerons au thème de l'année, c'est-à-dire le lien entre problèmes de santé et problèmes de logement, avec 2 tables rondes. La première qui s'attachera plutôt à regarder la situation des gens qui sont aux portes de l'hébergement ou qui sont dehors, et de regarder comment ces personnes sont soumises à des pressions telles que les problèmes de santé sont croissants, de faire les liens entre rue et problèmes de santé. Et la deuxième table ronde portera davantage sur les problématiques liées au bâti, qui rend malade dans certaines circonstances, avec des personnes qui viendront aussi nous parler des logiques de précarité énergétique et d'habitat indigne. Voilà, je laisse la parole à Joachim pour la présentation générale et on reviendra sur le déroulé des tables rondes avec nos invités ensuite. Merci. Merci Frédéric. Mesdames et messieurs, chers amis, avant de commencer, je voudrais juste faire un petit clin d'œil à toute l'équipe de l'agence régionale Languedoc-Roussillon, MIDIPI, depuis le 1er janvier, pour les remercier pour l'organisation de cette matinée, avec évidemment tous nos invités qui vont collaborer à l'animation, qui seront autour des 2 tables rondes. Et puis beaucoup pour leur dévouement chaque année à pouvoir organiser ce temps fort qui est important ici, mais aussi dans d'autres régions. Alors une synthèse, c'est peut-être prétentieux. Résumer 280 pages d'un rapport qui est volumineux, ça serait difficile. Tout au moins, on va essayer de pointer peut-être les éléments qui nous semblent les plus parlants, les plus importants de nos yeux au niveau de la Fondation. Vous le savez, chaque année, la Fondation, dans son rapport, développe un chapitre qu'on appelle politique publique, c'est-à-dire qu'on essaye de jeter un regard critique, mais constructif, sur les 12 derniers mois en matière de politique publique liée à l'habitat, la lutte contre les exclusions. Et cette année, on a pu bénéficier d'un élément nouveau, c'est-à-dire qu'on a notamment les chiffres de la dernière enquête logement qui sont sortis en 2013, et qui donc nous permettent de pouvoir jeter un regard sans concession, je dirais,
à la fois pour pouvoir apprécier les efforts qui ont été faits en matière de lutte contre le mal-logement, mais aussi ceux qui, bien évidemment, restent encore à faire. Alors, petite note de contexte avant de commencer. Vous le savez, sur le plan de l'exclusion sociale, la situation n'est pas fameuse dans notre pays. Nous avons 5 500 000 chômeurs, toutes catégories confondues. Un taux de pauvreté qui dépasse les 14%, c'est-à-dire que nous avons 8 600 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui est établi à peu près à 960, 980 €. On ne va pas se battre autour des chiffres. Mais ce qu'on connaît moins, c'est qu'à l'intérieur de ce noyau de pauvreté, qui représente plus de 8 millions de personnes, il y a l'extrême pauvreté. Et ce que nous apprennent les chiffres, c'est que dans ces 8 millions de personnes, vous en avez 2 300 000 qui vivent avec moins de 650 € par mois. Et on mesure là l'intensité qu'il peut y avoir aujourd'hui pour beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de familles, à pouvoir, je dirais, survivre au quotidien. Ce sont donc les pauvres qui décrochent, faisant entrer la France dans un accroissement des inégalités. Et le logement, de son côté, n'est pas une île à part, hein. Il reflète d'une certaine façon les inégalités sociales qui se creusent au sein de la nation. Il est aussi au cœur de cette dynamique qui reproduit d'une certaine manière les mêmes inégalités sociales de génération en génération. Et on peut, dans un premier temps, relever les conditions de logement très différenciées selon les niveaux de vie. C'est ce que nous apprennent les chiffres de la dernière enquête logement. C'est-à-dire qu'on peut avoir quand même dans ce marasme, je dirais, de pauvreté et de précarité, un motif de satisfaction à la lecture de cette enquête qui démontre que les personnes vivant dans des logements privés ont un confort sanitaire de base qui s'améliore, c'est-à-dire l'INSEE catégorise le manque de confort soit par l'absence de douche, de WC intérieur, d'éléments de chauffage, voilà. Et donc on note qu'effectivement, au fil des années, cet indicateur poursuit sa chute et témoigne d'une baisse de 41% entre 2006 et 2013. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque l'on observe qui est contraint de vivre dans ces logements indignes. Et là, c'est le sens du graphique juste avant, Agnès, que tu peux projeter. Il démontre bien que selon les déciles, alors on a découpé les revenus en France en 10 déciles, et quand on regarde les déciles, les premiers au deuxième décile, donc les plus pauvres d'entre nous, on voit qu'ils sont 9 fois plus nombreux à vivre dans des logements dépourvus de confort, 8 fois plus nombreux à subir une installation électrique défaillante. Et quant au bruit très fréquent, la nuit, les pauvres sont 6 fois plus touchés que les riches par ce désordre qui est très dommageable pour la santé et pour la scolarité des enfants. Enfin, les ménages du premier décile sont par ailleurs 4 fois plus souvent en surpeuplement accentué que la moyenne des ménages en France. Un autre chiffre important, c'est le graphique suivant, que nous avons tiré de notre exploitation de l'enquête, concerne la mesure du taux d'effort excessif. Alors, nous considérons que les ménages sont en taux d'effort excessif quand on dépasse 35% de ses ressources mensuelles à payer le loyer et les charges. Et là, on a observé qu'entre deux mesures qui sont prises, une en 2006, l'autre en 2013, on voit qu'il y a 26% d'augmentation, c'est-à-dire 2 700 000 ménages en plus qui sont dans un taux d'effort supérieur à 35%. C'est-à-dire qu'il leur reste 650 € à la fin du mois pour pouvoir, enfin à la fin du mois, ou du moins pour pouvoir se gouverner pendant le mois. Et c'est donc un chiffre qui est en pleine explosion. Malgré ces taux d'effort excessifs en explosion, on constate à l'échelle du pays que les locataires continuent majoritairement à payer leur loyer. C'est-à-dire que Rubis-sur-Longue, ils payent, à l'exception de l'Île-de-France, où là on a une augmentation de 23% de taux d'impayés entre 2006 et 2013, mais les ménages assurent quand même. Et la grande majorité des locataires payent donc leur loyer, mais au prix d'importants sacrifices, parfois les économies se faisant ailleurs, on le sait, on en reparlera certainement au cours des tables rondes. Nous avons 11 millions de personnes qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire que ce sont ceux qui se privent de chauffage à cause de son coût.
Et ils sont 44% plus nombreux qu'ils étaient en 2006. Et puis vous avez aussi les ménages qui se serrent dans leur logement, qui sont en surpeuplement. Il y a là une augmentation de 17% entre 2006 et 2013. Pour résumer, on peut dire que les ménages, plus les années passent et plus les ménages se privent et se serrent dans leur logement. Il n'en reste pas moins que pour certains, et c'est le graphique suivant, ça ne passe pas du tout, et c'est notamment le cas de ceux qui ne parviennent plus à payer leur loyer et finissent par être expulsés de leur logement. Les décisions de justice, elles, sont en augmentation régulière. Entre 2001 et 2015, ce sont plus de 56% d'augmentation que nous enregistrons. Enfin, au bout du jugement prononçant la résiliation du bail, c'est l'expulsion avec le concours de la force publique qui sont prononcées chaque année. Après une petite chute, nous sommes pratiquement arrivés à 12 000 expulsions avec les forces de police, et on ne compte pas évidemment les ménages qui partent d'eux-mêmes pour ne pas avoir la honte de se faire sortir devant tout le monde par les forces de police. Alors ce constat signe l'échec de la collectivité à prévenir un phénomène que tout le monde déplore. Il y a bien eu des avancées, il faut le noter. Il y a eu la loi Allure avec ses décrets d'application, une redéfinition du rôle des CAPEX, un signalement des impayés plus en amont, le maintien des APL notamment pour les ménages qui étaient en impayés. Mais on attend toujours un moratoire sur les expulsions locatives, le temps de déployer les moyens d'agir, une véritable articulation avec les FSL qui empêchent la mise à la rue. Et on a du mal à percevoir un horizon plus radieux dans ce domaine, puisqu'on sait qu'une circulaire qui datait de octobre 2012 recommandait auprès des préfets notamment d'éviter l'expulsion pour les ménages qui étaient reconnus prioritaires au titre du DALO. Et malheureusement, les années passent et on voit que cette circulaire est de moins en moins respectée. Autre problème, ça a été abordé dans la rétrospective que vous avez vue, le 115 qui ne répond plus dans bien des endroits de notre pays. Avec un autre chiffre qui a explosé, ce sont les personnes sans domicile entre 2001 et 2012, plus 50%, une aggravation confirmée par l'engagement croissant du secteur de l'hébergement, une gestion des places d'hébergement qui se fait au thermomètre, qui continue à se faire au thermomètre. Et face à la demande croissante, on assiste à des sélections inadmissibles à l'entrée des dispositifs entre étrangers et français, entre personnes qui souffrent et selon leur niveau de détresse, tout cela conduisant au final à laisser des personnes à la rue. C'est le sens du graphique qui vous est montré. Dans bien des endroits dans notre pays, certains jours, le 115 ne répond plus, quasiment plus, pour certaines personnes en détresse. Et en novembre dernier, c'était 11 400 personnes qui n'avaient pas obtenu d'attribution dans tout le pays quand elles appelaient le 115. Et dans 45 départements, selon le baromètre qui nous est communiqué par la FNARS, on sait qu'une personne sur deux reste sans solution. Le Gard fait partie des 13 départements, par exemple, où le taux de réponse, enfin de non-attribution, est supérieur à 72%. En réalité, la volonté de privilégier le logement d'abord ne se traduit ni dans les actes ni dans le budget, et au final, on manque d'alternatives à l'hébergement. C'est la crise du logement. Même écho concernant le DALO, c'est le graphique suivant. Les ménages reconnus prioritaires au titre du DALO, à ce jour, ce sont 60 000 ménages dont la situation de logement n'a pas été résolue et qui sont en attente depuis plus de 6 mois, certains même depuis 7 ans, depuis l'existence de cette loi. Rappelons aussi que beaucoup de ménages potentiellement éligibles ne tentent pas leur chance, c'est-à-dire qu'ils s'autocensurent, mais aussi que les commissions de médiation opèrent une sélection de plus en plus accrue. On a une mesure là-dessus. En 2008, c'était 48% des dossiers d'ALO qui étaient reconnus prioritaires et urgents. En 2014, ce ne sont plus que 32%. Donc on voit bien, quand la ressource n'est pas là, eh ben on agit sur les critères, on les resserre, ce qui ne peut pas nier pour autant la réalité qui est à notre porte et qui fait que les ménages ont besoin d'être logés. Tout ceci n'augure rien de bon quant à la volonté de lutter réellement contre le mal logement. Il faudrait pouvoir tenir ce pari de 2007, qui a été cette loi votée, qui fut le DALO, celui d'améliorer les dispositifs publics en amont, c'est-à-dire dans les domaines de la prévention des expulsions, dans le domaine de la lutte contre le logement indigne, pour pouvoir éviter d'avoir besoin de recourir au DALO,
Construisons ou captons dans le parc privé davantage de logements abordables, là où les besoins se révèlent, notamment via l'observatoire que constitue ce dispositif qui est le DALO, qui n'est jamais, je dirais, qu'un recours précontentieux pour reconnaître un droit au logement pour des ménages qui ont déjà exploité, je dirais, tous les moyens pour pouvoir obtenir un logement. Alors, ça fait le lien avec la construction, justement, parlons-en, c'est le 6e graphique que vous avez. Je l'ai choisi parce qu'il montre bien cette courbe qui fut haute dans les années 2006-2008. On a presque atteint 500 000 logements par an en termes de construction neuve. Et on voit bien que depuis, ça décroît pour atteindre 351 000 en 2015. Alors, bien qu'une reprise semble annoncée par certains acteurs du secteur pour cette année, ce chiffre est en soi inquiétant. Il l'est encore plus si l'on se penche sur les besoins en logement accessible pour les ménages modestes. C'est le graphique suivant. Puisqu'on voit que malgré une légère reprise en 2013 avec 117 000 logements sociaux financés, le niveau reste très nettement inférieur avec 106 000 logements en 2014 puis 109 000 en 2015. Nous sommes loin de l'objectif de 150 000 logements sociaux fixé par le président de la République. L'an passé, et c'est ce que nous dit ce graphique, nous avions observé avec satisfaction que le PLAI était enfin passé devant les PLS, qui est le logement social haut de gamme, 10 € le mètre carré, mais qui ne permet pas de loger un smicard, disons-le comme ça. Et malheureusement, on enregistre qu'en 2015, on repart en sens inverse. Le seul chiffre en hausse est celui des PLS, qui passe à plus de 30 000, soit 28% de la production globale, alors que les PLAI redescendent à 25%. Rien de surprenant, en fin de compte, quand on constate le niveau des aides à la pierre. La création d'un fonds national des aides à la pierre annoncé par le président de la République, doté d'un fonds de 500 millions d'euros et uniquement abondé à hauteur de 150 millions venant réellement du budget de l'État. Le reste est issu de la cotisation des bailleurs, autrement dit des locataires qui payent leur loyer au niveau du logement social. L'objectif de 150 000 logements sociaux par an est pourtant atteignable, mais à condition d'y mettre une fois pour toutes les moyens. Pour cela, nous demandons que soit accélérée la mise à disposition de terrains, de fonciers publics, de revenir à des aides à la pierre qui soutiennent vraiment le logement social. On avait eu quand même une promesse avec le contrat social que nous avions signé avec le président de la République qui s'engageait à doubler ces aides à la pierre. Nous en sommes loin. Revenir à un objectif de PLAI bien supérieur, qui soit autour de 60 000 logements par an, et revenir également à une loi de programmation financière, nous le réclamons à corps et à cri, qui puisse donner de la visibilité aux constructeurs, qui puisse sanctuariser un budget sur plusieurs années et qui permette donc la construction massive dans notre pays qui soit adaptée à la demande sociale. Enfin, on ne peut pas parler de parc social uniquement sans parler des politiques publiques visant à mobiliser le parc privé pour répondre aux besoins sociaux. Si le nombre de places créées en intermédiation locative en monte sensiblement en 2014, et nous nous en réjouissons, il n'en reste pas moins, et c'est le graphique que vous avez sous les yeux, que concernant la mobilisation de logements dans le parc privé de droit commun, nous sommes passés en 10 ans de 38 000 logements conventionnés à moins de 5 000 l'année dernière. C'est une chute vertigineuse, il y a là de quoi se questionner. C'est donc pas fameux quand on sait que parallèlement à cela, l'encadrement des loyers a fait l'objet d'un coup de frein significatif. Ça a été un peu un reniement de la loi d'allure. Nous ne désespérons pas de pouvoir relancer la dynamique pour qu'effectivement, au-delà de Paris, de Lille ou de Grenoble, qui sont engagés à encadrer les loyers sur leur ville en cette année, il puisse y avoir d'autres agglomérations qui y participent. Voilà, nous rappelons aussi que lancer un grand plan national de mobilisation du parc privé à vocation sociale est donc indispensable, et cela parallèlement à la construction neuve dans le parc social. Enfin, pour terminer, et mieux souligner comment le logement peut être le reflet du creusement des inégalités sociales, je voudrais vous faire part d'un chiffre. Aujourd'hui, changer le logement pour les plus modestes est souvent synonyme de stagnation, mais aussi parfois de rétrogradation.
Sur la période 2009-2013, on constate que lorsque les plus pauvres changent de logement, c'est majoritairement pour rester dans le même secteur locatif, soit social, soit privé. À l'inverse, si les ménages les plus riches déménageaient vers le statut de propriétaire, ils étaient 38% entre 88 et 92. Ce chiffre atteint près de 60% entre 2009 et 2013. Notons un autre chiffre préoccupant, c'est celui de l'accession à la propriété pour les locataires qui quittent le parc HLM. Ce chiffre a chuté de 44% entre 2002 et 2013. Donc ça montre bien qu'à la panne, je dirais, de l'ascenseur social, s'est ajoutée la panne de l'ascenseur résidentiel, les deux se conjuguant. Cette inégalité des destins résidentiels reflète le décrochage des couches populaires, mais contribue aussi au marquage social et territorial des plus modestes. En conclusion, je dirais que en présentant ce 21e rapport sur le mal-logement, nous aurions pu ressentir cette année un découragement en constatant que la crise du logement frappe toujours aussi violemment les familles et laisse à la rue toujours plus de personnes. Mais il n'est pas dans les habitudes de ceux et celles qui poursuivent le combat de l'abbé Pierre de faiblir et de baisser les bras. Et si on a voulu vous donner ces quelques éléments de cadrage national, c'est aussi pour pouvoir mieux mettre en perspective, je dirais, ce qui va être discuté et débattu au plan local avec les acteurs du logement. Notre pays est riche, il a les moyens d'apporter sa pierre aux nouveaux défis que le monde actuel fait émerger. Nous constatons aussi, pour terminer sur une note positive, que tous les jours, à la Fondation Abbé Pierre, à travers les actions que nous finançons, grâce à la générosité de nos donateurs, à bien des endroits, des citoyens, des élus, des associations, des acteurs du logement dont vous en êtes, ou de l'action sociale, réinventent des filets de sécurité efficaces pour ceux qui échappent ou qui passent entre les mailles du filet. À bien des endroits, ils s'efforcent d'adapter les réponses aux personnes plutôt que l'inverse. Il faut à tout prix les encourager. Il faut les accompagner, il faut les aider à développer leurs réponses. Alors, une fois de plus, ne lâchons rien. Merci. Merci Joachim. Nous allons entrer dans le vif du sujet tel que tu nous l'as annoncé sur les problématiques de lien entre mal-logement, sans logement et problèmes de santé. Ce qu'on vous propose peut-être, c'est de tout de suite plonger sur le sujet avec deux petits films, deux témoignages pour lesquels nous remercions vivement les personnes qui ont accepté de se raconter, de donner à voir leur vie quotidienne pour qu'on puisse avoir là des situations visibles. Donc deux témoignages qui vont s'enchaîner, l'un sur Montpellier, l'autre sur l'Île-de-France. Et derrière, nous pourrons traiter de cette question de quel est l'accès au logement quand on est sans domicile fixe et ou malade, avec nos participants à la table ronde. Je voudrais juste préciser que tout au long de la... Non, je préciserai après. Allons-y. Vas-y, Agnès. Allons-y, lançons le film.